Bien le bonsoir, bienvenue. Bienvenue mes pépites dans le deuxième thread d'horreur de la semaine de l'horreur. J'espère que vous êtes tout autant excités que moi. J'espère que le premier épisode vous a plu. Nous voici pour le deuxième. Ce soir mes pépites, je vous ai sélectionné 3 histoires que vous m'avez gentiment envoyées comme d'habitude sur mon adresse mail qui s'affiche juste ici, cam.témoignage@gmail.com. Merci infiniment de prendre le temps de m'écrire vos histoires paranormales afin que je les compte devant mes petites pépites préférées. Comme d'habitude, j'espère que vous êtes bien installés. Georges vous guette, mes pépites. Il vous guette pendant toute la vidéo pour savoir si vous êtes attentive aux histoires. Celui-ci, je vous laisse me dire le nom que vous souhaitez lui donner en commentaire. Il est très creepy et il est très violent. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la première histoire. Notre expérience avec l'écriture automatique. Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, tu peux m'appeler Flore. J'adore frissonner devant tes threads d'horreur. J'ai moi-même une histoire paranormale à te raconter. Je l'ai écrite dans les notes de mon téléphone depuis longtemps, mais je passe enfin le cap de te l'envoyer. J'ai 15 ans au moment des faits. Ma sœur en a 19. On vit avec notre maman. Nos parents sont divorcés depuis de nombreuses années. Elle a refait sa vie. Tout se passe très bien avec notre beau-père, mais ils ont fait le choix de garder leurs 2 maisons et de se voir une fois chez l'un, une fois chez l'autre. Malheureusement, il tombe malade et pendant plusieurs mois, ma maman passe beaucoup de temps chez lui, puis plus tard à l'hôpital. Il décède à l'approche de l'été 2014. J'en profite pour glisser une petite pensée à son égard, je ne l'oublierai jamais. Avec ma sœur, nous vivons ce deuil ensemble. Les moments d'absence de ma mère nous ont rapprochés. Elle me parle d'écriture automatique et m'avoue avoir réussi à parler avec notre beau-père. Elle en parle un peu plus tard à ma mère aussi et lui partage 2-3 mots qu'elle n'a pas compris. Épée noire. Ma mère, bluffée, il a écrit le nom de la fleur qu'il aimait lui offrir, la lys, et le dernier cadeau qu'elle lui avait fait, le peignoir. Ma sœur ignorait tout ça. Plus de doute, c'est bien lui avec qui elle a communiqué. Je lui demande à ce qu'elle m'initie à l'écriture automatique. On fait une séance ensemble, la sensation est folle. Mon bras devient si léger, il écrit tout seul sur une feuille. Parfois c'est brouillon, parfois des phrases en ressortent et c'est très émouvant. On continue chacune de notre côté et on se rend compte que les séances se terminent de la même façon pour chacune. Notre beau-père finissait par écrire « Elle est là », puis nous disait au revoir. Comme si une entité le censurait, limitait ses temps de communication avec nous. C'était comme une addiction. On s'est mise à pratiquer ça beaucoup trop souvent, en négligeant un peu les rituels de protection, etc., etc. On commence à constater d'autres écritures sur nos feuilles, d'autres énergies. On comprend qu'on ne parle plus qu'avec notre beau-père. Parfois, le stylo va si vite que ça en devient effrayant. Ça dessine, ça raye. Entre-temps, ma sœur a pris son indépendance. Un jour, elle m'appelle depuis chez elle, paniquée. « Ça va ? T'es où ? Tu fais quoi ?» Elle m'explique qu'elle vient de refaire une séance d'écriture automatique et qu'on lui a écrit que j'étais sur le point de mettre fin à mes jours. Je n'ai jamais eu d'idée noire, c'est totalement faux. Quelqu'un s'est joué d'elle et de sa peur. On décide de ralentir sur l'écriture automatique. Je me souviens qu'à cette période, j'avais souvent la sensation familière, insistante et indescriptible de mon bras droit qui devient tout léger. Ça surgit à n'importe quel moment, par exemple dans un magasin, et je comprends qu'une entité me suit et veut communiquer. Je le refais de temps en temps quand je suis seule dans ma chambre. Un jour, en sortant de la douche chez ma mère, la goutte de trop, un pentacle pointé vers le bas a été dessiné dans la buée sur l'un des carrelages au mur près du lavabo. La porte était verrouillée, ça ne pouvait pas être ma mère. J'envoie un message à ma sœur, on prend ça comme un dernier avertissement et on décide de tout arrêter. Dans notre malheur et notre peur, cette expérience nous aura apporté un peu de réconfort par rapport à la perte de notre beau-père. Elle nous a aussi permis de sentir qu'on était toutes les deux sensibles et réceptives à tout ça. Depuis, nous apprenons à canaliser des messages comme au travers d'oracles et de tarot. Mais on a surtout appris à se protéger beaucoup plus. Ce ne sont pas des pratiques à prendre à la légère. Je suis persuadée qu'on encourait d'ailleurs des risques si on avait continué. Merci ma pépite pour ton histoire. Franchement, un pentacle. Genre t'es dans la douche, tranquillou,
Tu sors, il y a un pentacle de dessiné sur la buée. C'est une dinguerie. C'est dinguerie, mais que Dieu nous protège, mes pépites. Que Dieu nous protège. Faites que ça nous arrive jamais. Écoutez, l'écriture automatique, j'en ai déjà entendu parler. Je n'ai jamais vu de séance d'écriture automatique. Je pense que ça doit être super intéressant. Et en même temps, très difficile aussi à comprendre, je pense, parce que c'est subtil. Et encore une fois, dans cette histoire, on voit que c'est pas toujours bienveillant, les messages, et c'est pas toujours vrai. Faut pas tout prendre au pied de la lettre, comme par exemple le message qui disait que ta sœur allait mettre fin à ses jours, alors que pas du tout. Et elle en avait pas du tout envie. Faut faire vraiment très attention, comme tu le dis, ma pépite, avec ça, et faut pas prendre tout, encore une fois, au pied de la lettre. Mes pépites, j'espère que vous êtes prêtes pour la deuxième histoire. Était-ce une autre dimension? Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, coucou les pépites. Je m'appelle Émilie et voici ce qui m'est arrivé l'été dernier, en 2024. C'était les grandes vacances, mes parents étaient au travail, ma sœur, Eva, était censée être chez mon papy, à environ 45 minutes de chez nous. Retenez bien ça. J'étais seule, affalée sur le canapé, la télé en bruit de fond, à moitié réveillée. Puis, brusquement, quelqu'un frappe à la porte. « Émilie, laisse-moi entrer », que j'ai reconnue aussitôt. Celle d'Eva, ma sœur. Un froid me traverse. Elle n'était pas censée être là. J'ai d'abord pensé qu'elle avait oublié ses clés. Elle le faisait souvent. Et je lui lance « Eva, pense à prendre tes clés la prochaine fois. » Mais quelque chose me clouait sur place. J'ai eu ce mauvais pressentiment. Et bizarrement, j'ai décidé de l'appeler en FaceTime au lieu de lui ouvrir. Elle décroche et je lui dis d'un ton ferme « Je ne t'ouvrirai pas, arrête de taper ». Et là, mon sang se fige. Elle tourne la caméra et me montre mon grand-père. Prise de peur, je raccroche. Sauf qu'à la porte, il y a encore la voix de ma sœur qui me supplie de la laisser entrer. Je me mets à hurler « Arrêtez, c'est pas drôle, vous me faites peur !» Je cours dans la cuisine chercher un couteau, sauf que la cuisine est juste à côté de la porte, alors j'ai couru encore plus vite. J'ai saisi un couteau et j'attends devant la porte. La voix de ma sœur continuait de parler et les coups derrière la porte s'intensifiaient à tel point que la statuette qui était au-dessus de la porte est tombée. Puis la voix disait « Émilie, s'il te plaît, Émilie, ouvre-moi. Émilie !» Je fonds en larmes. Je cours dans le salon pour récupérer mon téléphone, j'appelle ma mère, elle me demande ce qu'il se passe. Elle aussi entendait les coups à la porte, à travers notre appel. Je la suppliais de rentrer vite. Elle a prévenu mon père et mon père est arrivé en 15 minutes, top chrono. Dès qu'il était là, j'ai lâché le couteau et je me suis effondrée dans ses bras. Et nous avons vérifié la porte. On a vu des traces de mains énormes dessus. Avec mon père, nous avons prié. Et depuis ce jour, plus personne ne veut en parler dans ma famille. Je n'ai fait aucun cauchemar après ça. Simplement une peur immense, de telle qu'on a dû installer un œil de bœuf à la porte. Alors, qu'est-ce que c'était? Peut-être un djinn? Peut-être ma petite sœur, mais d'une autre dimension? Peut-être un esprit farceur? Je n'en ai aucune idée. Ma pépite, si ton histoire est vraie, je suis choc-barre. Je sais pas vous, mais moi je suis... Alors on a déjà eu des threads d'horreur avec des personnes qui ne sont pas vraiment les personnes. Pareil, des entités qui prennent les voix d'autres personnes, ça aussi on a eu. Mais d'une telle violence. Aussi le fait que tes parents ne veuillent pas en parler, ne veulent pas en reparler surtout. C'est bizarre pour moi, je pense que ça cache quelque chose derrière et je pense qu'ils n'y sont pas pour rien. Donc à vérifier. Mais ton histoire est très très flippante et franchement si elle est vraie, elle est traumatisante. Imaginez juste 2 secondes si ça vous arrive. Et Dieu merci, tu n'as pas ouvert. On ne sait pas ce qui te serait arrivé. Mes pépites, j'espère que vous êtes prêtes pour la 3e et dernière histoire. L'été que personne n'oubliera. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonsoir Cam et bonsoir aux pépites. Je me lance enfin pour raconter une histoire que je n'ai jamais partagée, mais dont on parle encore régulièrement avec ma sœur et ma tante. Tout ce que je vais te raconter est arrivé le même été, au Maroc, d'où nous sommes originaires. Ça a été un été très particulier et encore aujourd'hui nous sommes incapables de comprendre pourquoi. Nous allions au Maroc tous les étés depuis des années. Cet été-là j'avais 9 ans,
ma sœur 13, ma tante 15. C'était il y a 22 ans. Tous nos étés s'étaient toujours passés à merveille. Nous allions chaque année chez la même tante, dans la même maison, mais cet été-là, pour une raison que nous ignorons encore aujourd'hui, énormément de mauvaises choses nous sont arrivées. Et tout s'est concentré dans cette maison où nous avions l'habitude d'aller. Je ne vais pas raconter dans l'ordre chronologique, car je ne saurais pas dire quel événement a précédé un autre. La seule chose dont je suis certaine, c'est qu'un événement est bien arrivé avant les autres. Une semaine après notre arrivée. Une nuit, alors que j'étais couchée, j'ai entendu l'appel à la prière. Et pour la première fois de ma vie, ça m'a terrorisée. J'étais comme figée, paralysée, un peu comme lors d'une paralysie du sommeil. Je voulais bouger, je voulais crier, mais je ne pouvais rien faire. Tétanisée par la peur, simplement en entendant la veine. Des années plus tard, en racontant ça à ma sœur et à ma tante, elles m'ont confié avoir vécu exactement la même chose, mais pas la même nuit. Et après ça, pendant tout l'été, toutes les nuits, j'étais paralysée au moment de l'appel à la prière. Depuis, ça ne m'est plus jamais arrivé. Un soir, nous dînions avec les voisins de palier. Nous, nos cousins, cousines, ainsi que les enfants des voisins, étions installés sur les escaliers. La rambarde en béton nous cachait de la rue quand nous étions assis. Les portes des maisons étaient grandes ouvertes. On entendait les adultes discuter. Les plus âgés dans le salon de ma tante, les plus jeunes chez les voisins. Et nous, les enfants, sur les escaliers, en train de jouer et de rire. Puis, soudain, plus un bruit, rien. Plus de voix, plus de rire, pas un son d'ambiance, pas même le grisaillement des lampadaires. Silence total, juste des bruits de pas, lents et lourds, d'un homme qui approchait au loin. En le voyant arriver, on aurait cru un simple sans-abri. Il avançait difficilement, écrasé sous les couches de manteau qu'il portait. Imagine Hagrid, mais en beaucoup plus terrifiant. On ne voyait pas son visage, il gardait la tête baissée. On s'est tu, le fixant en silence, retenant notre souffle, pensant sûrement que ça nous rendrait invisibles. Lorsqu'il est passé devant la maison, on a attendu qu'il s'éloigne un peu pour se relever et l'observer. Il s'est arrêté devant une poubelle. Je pourrais le jurer, Cam, cette poubelle n'était pas là quelques instants plus tôt. Il a commencé à fouiller dedans, et comme des enfants parfois stupides, parfois cruels et souvent inconscients, nous nous sommes chuchotés le défi de l'appeler par un nom méchant et moqueur, juste pour attirer son attention. Il s'est retourné d'un geste vif avec un grognement. Mais pas un grognement humain, un son guttural, presque animal. Encore aujourd'hui, ce bruit me glace le sang quand j'y repense. Ses yeux, deux lumières rouges. Aucun trait de visage discernable, alors qu'il se trouvait pourtant sous la lumière d'un lampadaire. On s'est immédiatement accroupis, tous ensemble, en synchro, pour nous cacher derrière les rambardes. Quand on a osé se relever, il avait disparu. Plus une trace. Il n'aurait jamais eu le temps de sortir de notre champ de vision. Impossible. Et surtout, pas sans qu'on l'entende un minimum. Il s'était littéralement volatilisé. Il ne restait que la poubelle. On a couru à l'intérieur et là le bruit ambiant était revenu. Comme si rien ne s'était passé. On n'a rien dit aux parents, sans doute parce qu'on se sentait coupable d'avoir voulu se moquer d'une personne qu'on croyait faible et qu'on savait qu'on se ferait gronder si on leur racontait. Alors on s'est tu, on s'est installé à table pour le dessert en espérant qu'ils ne réapparaissent pas. Le lendemain, le voisin, devant chez qui la poubelle avait été laissée, est venu frapper aux portes pour demander à qui elle appartenait. De ce que nous avons compris, elle contenait des restes de moutons, tête et peau découpées, nettes, comme chez un boucher. Un autre soir, ma tante s'est réveillée en pleine nuit. En larmes, elle était incapable d'expliquer pourquoi. Elle a fini par dormir avec ma grand-mère. Le lendemain, ma mère, ma grand-mère et ma grande-tante ont essayé de comprendre ce qui s'était passé. Mais ma tante refusait catégoriquement de le raconter, mais pendant plusieurs jours après ça. Elle a refusé d'aller dans la cuisine. Ma grand-mère a fini par perdre patience. Il fallait passer par la cuisine pour aller à la salle de bain. Donc ma tante se lavait uniquement dans la cour au tuyau, ce qui agaçait fortement ma grand-mère. Finalement, ma grand-mère l'a obligée à parler et ma tante a raconté. Elle dormait dans le salon, près de l'entrée de la cuisine. En pleine nuit, elle a vu une main rattachée à rien, flottant dans les airs par un gant blanc, sortir de la cuisine et lui faire coucou. Par réflexe, elle a répondu en faisant elle-même un coucou, puis la main lui a fait signe d'approcher. Elle était pétrifiée. Et au moment où, contre toute logique, elle commençait à se lever pour y aller, elle a entendu une voix lui dire « Non ».
en arabe. En se tournant, elle a vu ses grands-parents, les parents de ma grand-mère, qu'elle n'avait jamais connus, ni même vus en photo. Pourtant, la description qu'elle avait donnée correspondait exactement, dans la tenue et la pose, à l'unique photo existante d'eux qu'on a fini par voir des années plus tard. Ils lui ont dit « N'y va pas, reste avec nous, ne va nulle part, rendors-toi, on reste avec toi ». Puis, ils se sont déplacés au pied du sédar, canapé marocain, sur lequel elle dormait, juste devant l'entrée de la cuisine, et ont veillé sur elle. La main a disparu, mais ma tante dit qu'elle a continué à entendre des bruits dans la cuisine, comme si quelqu'un fouillait, jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Ses grands-parents, eux, la regardaient avec un sourire bienveillant. Quand elle a raconté ça, ma mère, ma grand-mère et ma grande-tante ont fondu en larmes. Elles ont toutes confirmé avoir vu leurs parents en rêve la même nuit. Ma grand-mère a même dit qu'il lui avait dit « veille sur la petite ». Un autre soir, nous étions à table quand ma grande-tante, celle qui nous hébergeait, a commencé à agir très bizarrement. Nous étions tous dans une conversation agitée, puis soudain, elle s'est tue. Elle regardait autour d'elle avec un sourire terrible. Quand tout le monde a fini par le remarquer, elle s'est mise à rire. Un rire qui me donne encore des frissons, rien qu'en y pensant encore aujourd'hui. Puis, elle a parlé. Elle, qui d'habitude n'arrivait même pas à faire une phrase complète en français, s'est mise à parler dans un français parfait, avec un fort accent, mais sans erreur. Et surtout, avec une voix de petite fille. Elle s'est même mise à agir comme une enfant, en tenant un chiffon comme un enfant tiendrait un doudou. Et tout cela en s'adressant directement à moi, qui étais assise à côté d'elle. Nous étions tous paniqués quand elle a approché son visage. Tordu dans le même rictus qu'au début, ma mère lui a sauté dessus. Aussitôt, tous les adultes nous ont crié de partir dans le deuxième salon au fond de la maison, ce que nous avons fait, presque tous en larmes. Nous n'avons jamais su la suite de l'histoire. Nous avons fini par nous endormir et aucun adulte n'a voulu nous raconter ce qui s'était passé par la suite. Mais ces filles nous ont confirmé que ça n'était jamais arrivé avant et jamais depuis. Le plus troublant, c'est que quelques mois plus tard, de retour en France, la même chose est arrivée à ma mère. Nous étions en voiture avec mon oncle, sa femme et ma sœur. Ma sœur et moi étions assises à l'arrière avec ma mère, elle au milieu. Elle a souri en regardant autour d'elle, puis a éclaté avec ce même rire qui glace le sang. Je ne reconnaissais pas ma mère. La différence avec ma grande-tante, c'est que ma mère semblait lutter entre deux rires. Elle priait et essayait de tenir ses mains fermement. Heureusement que nous n'étions pas loin de la maison. On s'est arrêté devant chez ma grand-mère. Elle, ma tante et mon autre oncle, qui était dans une deuxième voiture, ont tout de suite compris. Mes oncles et ma grand-mère ont aidé ma mère à entrer dans la maison et ma grand-mère l'a emmenée directement dans la salle de bain. Mon oncle est resté devant la porte pendant que l'autre oncle et sa femme tentaient de nous distraire. En sortant de la salle de bain, une quinzaine de minutes plus tard, ma mère allait mieux. Mais elle avait pleuré et on voyait qu'elle n'était pas bien. Elle nous a pris dans ses bras, puis elle est partie se coucher. Il était 16 heures. Elle s'est réveillée le lendemain à midi. Elle a dormi pratiquement 24 heures. Ma grand-mère a refusé de nous dire ce qui s'était passé. Elle nous a juste ordonné de ne jamais en reparler à ma mère. Quelques mois plus tard encore, c'est ma tante qui a commencé à changer. Elle se comportait de façon inhabituelle, tout le temps énervée, insolente, parlant mal à tout le monde. Elle tombait souvent malade et surtout, elle avait une haleine insupportable, tellement forte qu'on la sentait même quand elle parlait à l'autre bout de la table. Et pourtant, son hygiène est irréprochable. Elle a presque 40 ans aujourd'hui, elle n'a jamais eu de carie, n'a jamais eu besoin de soins dentaires à part les contrôles annuels. Un jour, elle a complètement explosé et ma grand-mère a dit « là ce n'est pas elle ». Elle a appelé un imam pour faire une ruqya. Plus tard, ma tante nous a raconté ce qui s'était passé. L'imam récitait des sourates et mes oncles devaient la retenir physiquement. Dès les premières phrases, elle s'était mise à hurler, à se tordre dans tous les sens, à frapper et à insulter tout le monde. Ils ont dû la maîtriser, puis elle a fini par vomir. L'imam a expliqué que ma grand-mère avait été victime du mauvais œil et que vraisemblablement, quelqu'un nous avait fait manger un aliment lié à la magie noire. Depuis, plus rien de particulier, nous avons continué nos vies normalement. Après cet été-là, ma grande-tante a vendu la maison et en a acheté une autre. Nous ne savons toujours pas ce qui s'est réellement passé, mais dans la famille, beaucoup pensent que ce sont les filles de ma grande-tante, jalouses de ma mère et de ma tante, qui auraient tenté quelque chose
Comme elles étaient très jeunes, elles avaient l'âge de ma tante, elles auraient mal fait les choses et cela aurait fini par toucher leur propre mère, alors qu'elles visaient ma grand-mère. Mais ce n'est qu'une théorie. Je ne les imagine pas capables de faire une chose aussi stupide, même par accident. Waouh! Clairement, waouh! Écoute, moi je pense clairement que c'est de la magie noire et très puissante, extrêmement puissante. C'est terrifiant parce que clairement, là c'est de la possession, mais plus, hein. Et ce qui est encore plus terrifiant, c'est que vous l'avez tous vécu. Donc personne, en fait on peut pas dire oui mais peut-être que machin, non, vous l'avez tous vécu, vous avez tous vécu ce changement, le fait que la grand-mère dise c'est pas elle, et le fait surtout que la famille, à chaque fois qu'il se passait quelque chose comme ça, de particulier, un rire démoniaque, tout ça, ils prenaient tout de suite les choses en main et les enfants ils les éloignaient. Tu vas me dire que c'est la première fois que ça arrivait? Non, c'est pas la première fois que ça arrivait, en tout cas c'est mon analyse et je comprends que mes pépites, vous soyez pas d'accord ou que la pépite ne soit pas d'accord, mais moi, de mon analyse à moi, pour moi, c'est pas quelque chose... Enfin, c'était pas la première fois que ça arrivait. Ils ont tout de suite su comment réagir et les fois d'après, ils ont réagi également. Donc, soit c'était déjà arrivé, soit ils s'y connaissaient et ils savaient ce qui était en train de se passer. Moi, je pense que les adultes connaissent l'histoire, mais ils veulent juste pas la divulguer. Je pense que la théorie est plus sûre. Genre, ils savent de qui ça vient. Et en fait, les adultes cachent beaucoup de choses aux enfants pour les protéger et pour ne pas détruire la famille aussi. Parce qu'il y a beaucoup de secrets de famille qui ne sont pas révélés, qui devraient, je suis d'accord avec vous, mais qui ne le sont pas. Et qui gardent ça avec eux en fait. Merci infiniment Mathilde pour ton histoire, elle était incroyable. J'espère sincèrement, mais que tu ne revivras plus jamais une telle peur avec toute ta famille. Vraiment, c'est terrifiant. Voilà mes pépites, ce thread d'horreur est terminé, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve tout de suite dans les commentaires. En attendant, moi je vous dis à demain, 21h, pour un autre thread d'horreur. Prenez soin de vous et surtout, ne regarde pas derrière toi. Ring around the rosy. No, I didn't. On the set up. Steve! I love how we can be dying, but then Steve comes up and the dying just stops. Never mind. Still dying. Steve! I feel like I'm taking more damage than I was before. That came from the south. A second wave. Oh boy. I think we'll need to finish this quest, right? Before we do that. Statue is calling to the drow. Something inside it. Seaborn goddess. Holy fuck. How am I losing so much health so... El Druid